Bonjour, ici c'est Claude Camilly de Paysages Reconquis Mon Blog. Voici l'intervention de Xavier Pou au colloque du 22 février 2017, Pays, Paysans, Paysages. Xavier Pou défend une agroécologie à l'échelle européenne, prenant en compte les paysages et la biodiversité. Quand je me suis proposé de participer à l'appel à projet de ce séminaire, moi ce qui m'intéressait c'était de témoigner d'une réflexion qu'on a dans un exercice de prospective qui est engagé et qui pose la question du développement de l'agroécologie. Alors j'ai pas compris si c'était un gros mot ou pas dans ce colloque, j'ai l'impression que c'est un peu comme paiement pour services environnementaux, ça dépend. Mais donc défendre un scénario d'agroécologie à l'échelle européenne, et on va dire une agroécologie forte. Et quand on dit agroécologie forte dans nos termes, c'est une agroécologie qui prend en compte justement les enjeux de paysage et de biodiversité. Je pense que j'interviens depuis pas mal d'années sur ce débat agriculture-environnement, et pour moi il y a une ligne de partage qui est absolument claire là-dedans. C'est ceux qui parlent uniquement de gestion de flux et pour qui la question de l'agriculture et de l'environnement, c'est de mieux gérer les flux, c'est la juste dose, etc. C'est l'agriculture de précision. Et puis, il y a un autre versant, on commence à parler d'espace, on commence à parler de paysage, etc. Et là, ça change complètement le champ et la manière de poser les enjeux. Donc moi, évidemment, vous l'avez compris, je m'inscris clairement dans ce deuxième cas de figure et je veux mettre à l'agenda cette question de la vraie gestion des paysages. Ce faisant, cette problématique, elle s'inscrit dans un champ qui est situé. C'est-à-dire que, on l'a évoqué dans la première table ronde, parler aujourd'hui de paysage d'agroécologie s'inscrit dans un contexte à la fois social et technique qui est particulier. C'est-à-dire qu'on a eu une révolution technologique à l'œuvre depuis l'après-guerre et qui est encore à l'œuvre. Et je pense qu'il y a un risque très très fort qui est de transposer une image idéale du fonctionnement des systèmes agraires qui avait lieu jusqu'au milieu du XXe siècle pour beaucoup en France, en tout cas fin du XIXe pour d'autres parties d'Europe, et de se dire finalement l'enjeu c'est de recréer ces paysages et ces sociétés paysannes. Ce qui a considérablement changé, c'est qu'entre-temps, il y a une offre technologique qui est une espèce de rouleau compresseur qui homogénéise et qui barbarise tous nos paysages, et donc il faut se positionner par rapport à cette force d'industrialisation. Donc on ne peut pas simplement dire revenons au temps passé, il faut imaginer quelque chose qui est autre. Si je dis ça, c'est que il y a tout un courant que je voudrais relativiser pour ma part, qui revient à dire on aura une société paysanne qui va vivre, je crois que c'était un programme, d'un revenu de prix rémunérateur. Avec ces prix rémunérateurs, on aura des pratiques qui sont durables et des paysages qui sont durables. Je voudrais juste rappeler que les prix rémunérateurs ou l'organisation des prix rémunérateurs dans la PAC d'avant 92, c'est celle qui a le plus détruit les paysages. Donc, si on oublie qu'on a un système technique qui est en place, aujourd'hui, si vous avez des prix qui sont rémunérateurs pour tous, qu'est-ce qui se passe? C'est les plus gros céréaliers et les plus gros industriels qui, du fait des effets masse, vont en profiter le plus. Donc, ça change et ça complique énormément les choses. On ne peut pas se dire, bah, regardez, dans les années 30, les agriculteurs, les paysans vivaient avec leurs revenus, ça ne marche pas. Donc, je défends, pour ces raisons-là, le principe d'une intervention publique qui doit être spécifique là-dessus. Et je pense même que la question des paysages est presque l'expression la plus concrète pour justifier alors, des paiements pour services environnementaux, mais qui soient bien liés à des actifs, à des formes de paysage, parce que là, on touche à des biens publics qui sont les plus fondamentaux et qui sont les plus intangibles et qui sortent le plus de toute approche de marché. Je pense que, par exemple, vous avez aussi des débats sur les appellations d'origine qui doivent protéger les paysages. Quand vous allez regarder vraiment ce qu'il y a derrière des appellations d'origine contrôlées, ben, ce que vous voyez, c'est que si vous avez une rente de prix et que vous ne faites pas attention à des objectifs environnementaux là-dessus, c'est aussi un moyen de détruire les paysages. Je vous renvoie à l'exemple du camembert en Basse-Normandie. La Basse-Normandie est la région qui a le plus retourné de prairies sur les 10 dernières années, malgré la hausse des camemberts. Donc, je pense qu'il faut une approche spécifique et que là, des paiements écosystémiques se justifient dans ce cas-là. Alors, on en vient à un
dernier point. C'est un implicite qu'il y a dans la quantification des services écosystémiques où vous avez des auteurs qui cherchent à dire combien vaut le râle déjeuner dans telle prairie, alors est-ce que ça vaut 57 € par hectare, combien vaut la séquestration du carbone, machin, etc. Donc vous avez des problèmes méthodologiques qui sont absolument redoutables. En plus, vous avez des problèmes qui nient complètement le fonctionnement écosystémique, c'est-à-dire que si vous avez du râle déjeuner, vous avez aussi des carbones, alors est-ce qu'on rajoute les deux? Vous avez aussi de l'eau, alors comment on fait, comment on pondère? On rentre dans des débats qui sont absolument sans fin. Alors on peut avoir des évaluations qui disent c'est important de protéger la nature pour ces raisons, pour des raisons aussi d'ordre économique. Mais c'est pas du tout la même chose de dire je peux estimer que le râle déjeuner vaut 57 € et faire un chèque de 57 € pour chaque hectare de râle déjeuner. Et moi, l'approche que je défendrai aussi plutôt, c'est de séparer cette question d'une méthodologie d'évaluation qui peut avoir une certaine valeur dans un certain cadre de débat public, d'une transposition automatique qui est de dire on va payer automatiquement en fonction de l'évaluation qu'on a faite. Parce qu'en plus, ça instrumentalise et ça fait une pression sur les évaluateurs qui est tout à fait dommageable. Et deuxièmement, c'est pas la bonne théorie d'action. Ce qui compte, c'est à travers on ne paye pas pour un service environnemental, on paye pour un agriculteur qui rend par ailleurs un bouquet de services environnementaux. Et ce qui compte, c'est que l'agriculteur ait de quoi vivre à travers ces paiements pour services environnementaux. C'est comme si on disait, je vais payer le maître d'école en fonction d'une évaluation d'un service en éducation que je vais essayer de mesurer et de marchandiser. Non, ce qui compte, c'est que le maître d'école ait une perspective d'avenir et qu'il puisse vivre décemment. Donc là, ça devient une question sociale et de revenus, c'est plus une question uniquement justement d'une évaluation qui détermine les mètres par l'hectare et je multiplie par un nombre d'écarts. On voit toutes les dérives qu'il peut y avoir. J'ai un exemple en Bulgarie où vous avez un paiement qui a été fait pour faucher pour des lions. Il y a des agriculteurs qui fauchent le foin, qui laissent le foin sur place et ça bousille complètement l'écosystème des papillons parce que vous avez une accumulation de matière organique et du coup la flore n'est plus favorable aux papillons. Ce que je veux dire, c'est que si vous rentrez par une approche purement instrumentale de cette gestion-là de la biodiversité avec des techniques, si vous perdez le côté à la fois paysager et système de production, évidemment, vous n'avez rien compris. Donc voilà, je pense qu'il faut distinguer le principe d'avoir un paiement pour des services environnementaux qu'on peut reconnaître et que l'évaluation peut aider à reconnaître pour les gens qui ne pensent que fric. Si ça peut un peu aider, moi je ne suis pas sûr que ça aidera, mais bon, admettons, il y a des économistes qui peuvent faire ça. Mais en tout cas, il faut distinguer cet exercice du principe d'allouer des aides à des agriculteurs. Et là, on va revenir sur des débats sur la PAC, sur la justification des aides. Donc pour moi, voilà, c'est pas forcément un gros mot, mais je m'inscris quand même en distance par rapport à toute une théorie d'action très mécaniste, plein d'autres choses.